enseigner autre chose, excusez-moi, enseigner autre chose, c'était pas forcément une bonne piste. Et puis, ben, évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'on va vendre un peu notre histoire en disant qu'on enseigne ailleurs, tout simplement? Mais là aussi, on s'est vite rendu compte qu'on était dans une impasse parce que on ne pouvait pas forcément enseigner, vendre en disant on enseigne à la forêt, on enseigne dans un parc, on enseigne en ville, puisque les contextes, disons, des différents enseignants, des différentes écoles sont très différents. Donc, au final, on a commencé cette négociation, ce parcours, en essayant de définir un petit peu mieux ce qu'était l'école dehors. Et puis, on s'est rendu compte que ce que nous proposions, finalement, c'était d'enseigner pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a, euh, dans les programmes, hein, dans le prescrit, disons, de ce que nous, on appelle des plans d'études, et puis nos lois scolaires, il y a des objets à étudier, des compétences à travailler, mais il y a aussi toute une série de ce qu'on appelle des intentionnalités. C'est-à-dire que l'école doit servir, pas seulement à apprendre l'orthographe et la grammaire, mais doit servir la santé, doit servir à former des citoyens, doit servir à développer l'éducation à la durabilité, par exemple, doit servir à toute une série de ce qu'on peut appeler des intentionnalités. Et donc, euh, on s'est basé sur ces intentionnalités et donc on a communiqué avec notre département pour dire, voilà, la classe dehors, c'est un outil didactique au même titre que, par exemple, en sciences humaines, l'enquête, ou au même titre que dans les sciences de la nature, la démarche scientifique, par exemple. C'est un outil didactique qui va à la fois de, d'apprendre des choses, donc de réaliser des objectifs concrets, des apprentissages concrets du programme, mais également et surtout et avant tout de développer et d'atteindre d'une manière concrète les intentionnalités que portent les programmes, que portent les lois scolaires. Et cette porte d'entrée, finalement, elle a bien convenu et on a trouvé par là la manière d'entrer de mettre le pied dans la porte, en fait, de notre département pour qu'on puisse commencer à développer notre projet. Donc, premier pas, c'est arriver à trouver cette porte d'entrée, puis ensuite définir ce qu'on entend par la classe dehors. Donc, très vite, on nous a demandé de faire des textes. Donc, les responsables départementaux nous ont demandé de produire toute une série de textes où on devait dire, enfin, révéler la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette classe dehors? Donc, euh, et en plus en 10 lignes, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire de longs textes, donc il fallait être assez succinct. Donc, on a travaillé sur un modèle où on dit, voilà, la classe dehors, elle peut développer, elle peut avoir 4 objets. On peut travailler sur les programmes, c'est-à-dire on peut travailler le français, les maths, les sciences, l'histoire, la géo, voilà. On peut travailler sur le groupe classe, c'est-à-dire l'ambiance, la collaboration, la communication, donc entre les membres d'une classe, et c'est un outil très puissant pour travailler sur le groupe classe. On peut travailler également sur l'élève en tant qu'individu, parfois avec des séjours de rupture, parfois avec des camps, parfois avec, disons, des pratiques plus développées dans le champ de l'éducation physique, par exemple. Et puis enfin, on peut travailler sur le territoire, c'est-à-dire sur notre, nos ressources, notre territoire, ce qui nous entoure. On a ces 4 portes d'entrée. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt très fort plutôt pour travailler le programme. Donc, c'est par là qu'on a commencé de tisser notre chemin. Donc, on a ces quatre éléments sur lesquels la classe dehors est un levier très puissant. Et puis, on peut graduer avec 3 niveaux d'intervention pédagogique. On peut avoir un niveau instrumental ou, disons, une dimension instrumentale, c'est-à-dire qu'on utilise les lieux ou on utilise le dehors pour travailler le programme. On utilise l'environnement pour travailler le groupe classe. Donc, c'est un instrument. On a une dimension investigative, c'est-à-dire là, pour le coup, l'objet qui nous intéresse est dehors. Et donc, on va aller
cet objet et mener une enquête sur cet objet qui est dehors. Et puis enfin, on a une dimension transformative, c'est-à-dire qu'on aimerait changer la relation entre l'élève et l'environnement. On aimerait permettre d'avoir une multiplicité de relations diverses, donc on est dans cette dimension transformative. Cette dimension transformative, on ne l'a pas inclue dans notre stratégie tout de suite, elle viendra plus tard, mais on est vraiment parti sur cette dimension instrumentale et investigative. Donc là, on a posé le cadre, et puis notre première étape était franchie, disons, la connexion avec les responsables politiques, les responsables pédagogiques qui développent les curriculums étaient établis, puis à partir de là, on a pu développer euh, notre stratégie, puis faire notre to-do list de tous les éléments qu'il faut mettre en place pour gagner ces galons et puis finalement entrer dans les programmes. Je fais un petit break ici, s'il y a des questions, si déjà sur cette entrée en matière, si l'une ou l'autre d'entre vous souhaite poser une question sur ce début. Euh, Est-ce que là, tout de suite, pardon, je me perds. Est-ce que vous voyez déjà des choses qui seraient un peu spécifiques au contexte suisse, ou ça c'est quelque chose qui peut s'appliquer, cette réflexion-là, à tous les contextes pour vous? Non, non, je pense, alors ça c'est vraiment un cas théorique global qu'on a appliqué, mais enfin il nous est pas tombé du ciel, hein. C'est, disons, un cadre qui est aussi assez développé dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, ils ont moins cette approche territoire. Ils ont beaucoup l'approche groupe, classe et élèves, et puis un petit peu programme. Donc voilà, on a utilisé un certain nombre de modèles pour les, euh, voilà, pour les adapter à notre réalité. Ouais. Et je rebondis peut-être pour vous avez cité plusieurs fois le parallèle avec la pédagogie de l'enquête, par exemple. On sait qu'en France, ça, c'est quelque chose qui est très valorisé maintenant dans les CARDI, donc les cellules d'innovation pédagogique qui, pour beaucoup, hein, parlent de classe dehors depuis un an peut-être, mais on voit que ça fonctionne bien en fait, puisque l'enquête, c'était pas forcément quelque chose qui était très pratiqué. Et maintenant, avec un soutien institutionnel et une formation dans les centres de formation pour les futurs collègues, on voit que ça peut vraiment s'installer et être comme ça. Donc, est-ce que ça, l'enquête, c'est quelque chose qui était aussi déjà assez présent en Suisse quand vous avez commencé à y réfléchir? Oui, alors bon, la plupart des gens de notre centre, on provient d'une formation didactique assez appuyée sur l'enquête. Donc c'est Ok. vrai qu'on Non, a mais c'est réutilisé. Mais on est parti aussi, disons, des pères et des mères de l'enseignement en plein air il y a 100 ans, qui disaient quand même que nous, enseignants, quand on est dehors, on doit être les spécialistes des questions. Et puis quand on est en classe, on doit essayer d'être les spécialistes des réponses. Mais donc, être les spécialistes des questions, c'est vraiment être dans cette démarche, dans cette posture investigative. Et donc, c'est pour ça que cette dimension-là, c'est un des trois niveaux, disons, qu'on met en avant. avec donc grosse place du questionnement. Ok, n'hésitez pas hein, si vous voulez intervenir même peut-être au fur et à mesure s'il y a une question qui vient. Est-ce que on peut... Ah, je coupe mon micro. Question? Non? Sinon, je continue. Alors, je reprends. Donc, la première chose qu'il a fallu définir dans cette liste de courses, un petit peu pour remplir notre panier et entrer dans les curriculums, c'était de se dire quelles sont les plus-values de l'extérieur, hein, qui sont spécifiques. Qu'est-ce qui est vraiment spécifique pour l'enseignant en termes de plus-value? Qu'est-ce que permet le dehors qu'on ne peut pas faire dedans, ou moins faire, ou faire moins bien? Donc, on a travaillé sur cette première question. Et puis, on a ici, alors je vous les passe assez brièvement, des 6 points qui sont nos plus-values, ce que nous, on va appeler aussi des concepts intégrateurs. Donc, en extérieur, la première chose, c'est qu'on va travailler le corps. On a une présence du corps en extérieur et en intérieur, le corps, il est présent dans les tout petits degrés. Puis plus on avance
dans l'âge, finalement, plus le corps est absent, plus il disparaît. Donc, on a là une plus-value très forte. On va travailler sur les perceptions. IDM, c'est quelque chose qui se perd. Il y a relativement peu d'enseignants qui travaillent sur le domaine des perceptions avec des ados, hein, ça je crois, enfin en intérieur. L'environnement extérieur est aussi composé de matière. On a vraiment cette matérialité du dehors qu'on n'a pas en intérieur. On a du vinyle, généralement au sol, du bois, un petit peu de fer, et puis c'est à peu près tout pour les matières. Or, ce rapport à la matière, ce contact charnel à la matière, il est décisif, c'est une vraie plus-value et on peut développer énormément là-dessus. En extérieur, on a aussi des récits, c'est-à-dire que dehors, l'environnement est tissé d'histoires, est tissé d'événements, est tissé de choses qu'on peut raconter, qu'on peut se raconter, qu'on peut se faire raconter. Et donc, cet élément-là n'est pas présent en classe. Évidemment, dehors, il y a aussi des gens, hein, comme on dit dans nos formations, il n'y a pas que des arbres dehors, il y a aussi des gens, et les gens, c'est super intéressant. Et donc, évidemment, ce rapport à la communauté, il est très fort pour nous, c'est vraiment un des points centraux, on va dire, dans nos dispositifs. Et puis enfin, dehors, il y a un dernier point qui est absolument qu'on n'a pas dedans, c'est que dehors, les choses sont denses. En intérieur, on a des concepteurs de manuels, des concepteurs de fiches, des concepteurs de programmes qui ont tout fait pour que la densité de la vie, de l'environnement, du monde, soit segmentée en petites unités, et puis que ces petites unités, elles soient disposées d'une manière bien ordonnée dans des manuels, dans des descriptifs de cours. Or, quand on est dehors, eh bien, tout est en même temps. Et donc, cette densité, elle est extrêmement intéressante. C'est donc vraiment une très forte plus-value, puisque ce qui est en dehors de la classe, évidemment, n'a pas été didactisé. Donc, une fois qu'on a mis ces éléments, on va dire, voilà, eh bien, pour l'enseignant, l'extérieur présente ces plus-values-là. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant d'aller travailler et ça apporte un plus par rapport à l'intérieur. Donc là, on a eu, une fois qu'on a présenté ça, on a eu notre premier feu vert pour continuer. Puis, évidemment, la question suivante qu'on nous a posée, vous vous doutez bien, c'est évidemment pour l'élève, à quoi ça sert finalement? Donc là, je vais passer très rapidement parce qu'il y a une littérature qui est longue de quelques kilomètres de livres sur les bienfaits. Mais on a quand même creusé un petit peu cette question pour la synthétiser de cette manière-là. Donc je suis désolé, c'est pas très très bien centré sur votre écran. Mais donc, lorsqu'on nous a demandé dans une conférence, une fois une journaliste nous a demandé à moi et à un collègue à quoi ça servait d'enseigner en plein air. Puis on lui a sorti le truc habituel qu'on dit dans toutes les conférences. On dit oui, ça sert vraiment à créer un lien à l'environnement et au territoire. Et puis là, la journaliste nous a dit certes, mais quel type de lien? Puis on était un peu coincés parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Donc on s'est fait, vous savez, on déteste ce genre de situation où tout d'un coup, on ne sait pas quoi répondre, puis on bredouille, on farfouille un truc à peu près bateau en espérant que ça passe. Puis on voit dans le regard de la personne qui vous a posé la question qu'elle a compris que vous êtes, voilà, que vous n'étiez pas prêt. C'est assez désagréable. Donc, fini cette conférence, on s'est remis un petit peu au travail, puis on s'est dit, OK, quel lien? Et on a analysé on s'est fait un peu une psychanalyse, en gros, institutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le lien qu'on aimerait créer avec l'environnement, et c'est cet élément-là qu'on met en valeur. Donc pour nous, enseigner dehors sert avant tout, de par, disons, ces intentionnalités hein, que j'ai mentionnées plus tôt, à créer pour les élèves plus petits un lien inclusif. C'est-à-dire, on ne parle pas d'inclusion scolaire, hein, mais on aimerait que les élèves les plus petits apprennent à s'inclure dans l'environnement, simplement à être bien dans cet environnement. Pour les élèves un petit peu plus grands, ce qu'on appelle nous l'école primaire, de cycle 2, ça va être un lien adaptatif, c'est-à-dire qu'ils soient capables de s'adapter
à des environnements qui changent et puis d'adapter aussi un environnement à des activités diverses. Et ensuite, pour les ados, on aimerait développer un lien transformatif, c'est-à-dire un lien qui leur permette de voir, de comprendre, d'imaginer autrement l'environnement et leur relation à l'environnement. Et puis pour les grands, ce qu'on appelle le lycée, ça va être un lien performatif, c'est qu'on aimerait que ce lien les mette en action, c'est-à-dire qu'ils agissent dans l'espace public parce qu'ils ont l'âge, parce qu'ils ont aussi voilà, ces compétences-là. Donc on a créé cette progression en termes de à quoi ça doit servir. Et, et à l'intérieur de ces cases, on voit qu'on peut mettre pas mal de choses au niveau de la santé, au niveau de la durabilité, au niveau de la collaboration, au niveau de ces éléments-là. Voilà. Donc, premier étage qui nous avait été demandé, c'est quelles sont les plus-values pour l'enseignement en extérieur, pour l'enseignant et pour l'élève. Et ces deux schémas que je vous ai présentés, ça a été nos réponses. Puis ensuite, on leur a donné évidemment, on a publié toute une série de ressources sur voilà, les apports et les limites, disons, en termes d'apprentissage que peut avoir l'enseignement en plein air. Avant que je passe à une autre dimension, est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus, sur cette première approche? Moi, j'en ai plein, mais je veux pas monopoliser la parole. Est-ce que éventuellement, Ouais. sur c'est passionnant les différents types de liens, est-ce que vous auriez, pas forcément tout ça, mais quelques références à nous donner là-dessus ou ce qui avait nourri votre réflexion sur, voilà, je sais pas si c'est plutôt de la psychologie de l'adolescent, des choses. Pas En forcément tout de fait, suite, hein. oui, oui, mais notre approche, elle a été, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on est, on s'est pas posé la question qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais on est allé regarder ce qu'on faisait. C'est-à-dire Ouais. qu'on a pris les formations qu'on donnait, puis on dit, mais en fin de compte, avec ces formations, quel type de lien est-ce qu'on essaye de développer? Donc, on est parti pour faire ce cadre théorique, on est parti d'une analyse de la pratique, et puis pas forcément disons, d'un cadre, voilà, d'un cadre supra-théorique. Donc, on est parti plutôt dans ce sens-là. Et puis, on est parti aussi des demandes des enseignants. Enfin, voilà, on voyait aussi qu'est-ce qu'ils aiment dans les formations qu'on leur apporte. Hmm, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Et je pense à ça parce que j'ai récemment vu passer un article très intéressant sur l'idée du lien performatif, de mettre les adolescents en action, qui n'est pas forcément l'aspect le plus traité dans les publications sur la classe dehors, où les auteurs faisaient un lien entre le récit et le passage à l'action, justement. Le fait de proposer de nouveaux récits, de nouvelles choses aux ados, et le fait que c'était vraiment un moteur de l'action. Et peut-être qu'on pourra en parler plus tard, mais en tout cas, voilà. Oui, oui. Le, c'est vraiment rigolo parce que les ados aujourd'hui sont devenus des champions de la mise en récit, hein. Alors évidemment, c'est un Mm. récit un petit peu égocentré et puis avec des filtres. Nous, on est plutôt sur un autre type de récit. Mais effectivement, cette dimension de raconter son expérience du monde et puis raconter son intervention dans le monde, eh bien, c'est un levier très puissant pour augmenter la conscience de soi, puis son sentiment d'efficacité aussi en extérieur, ou sur sa prise au monde, comme on pourrait dire. Oui. Et donc, Et une collègue, oui, oui, on y reviendra après. Non, je lisais le chat, une collègue qui va nous envoyer des photos et une question de Méliné qui demande, mais vous avez le droit de prendre la parole, hein, qui demande est-ce que l'évolution de ce lien fonctionne même si l'expérience de classe dehors arrive tardivement chez les élèves? Ou est-ce qu'il faut finalement repasser par toutes ces étapes du lien pour arriver au performatif, si on débute avec des ados? ouais. Alors, on va repasser par un petit peu par tous ces liens, mais d'une manière assez rapide, parce que très rapide, parce que finalement, l'ado, il a déjà un peu travaillé un certain nombre de choses tout au long de sa scolarité, donc on arrive très vite au lien transformatif. Nous, on les a mis dans l'ordre parce que ce qu'on voudrait, c'est justement ne pas amener l'élève très jeune vers déjà des réflexions transformatives ou on n'aimerait pas les faire aller trop vite.
C'est plutôt dans cette sens-là qu'on voit l'avancée. Mais si on a des élèves qui sont jamais sortis puis qui arrivent adolescents et qui sont jamais sortis avec l'école, comme d'ailleurs on dit toujours que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mon fils, qui a 14 ans, n'est jamais sorti avec aucun de ses enseignants pendant toute sa carrière scolaire. Donc voilà, il faudrait effectivement qu'il passe par ces étapes-là, mais ça se fait très rapidement avant d'arriver au transformatif. Voilà. Et pardon, Ismaël, il y avait une seconde question, Oui. si c'est possible, de Régine qui demandait le périmètre de l'étude, combien d'équipes de pays et quel type de lien est attendu pour le supérieur. Donc ce serait peut-être deux questions une question plus périmètre de ce que vous avez dit et une question davantage pour les plus grands, quoi. Sur le périmètre de l'étude, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi la demande. Je propose peut-être j'avance un petit peu, et puis ensuite, comme ça, la personne qui a posé cette question peut peut-être juste repréciser un petit peu par rapport au Bien sûr. périmètre, puis je la reprends tout à l'heure. Ok. Est-ce que pour le supérieur, ça peut être quelque chose est-ce qu'il y a un autre type de lien ou est-ce qu'on en reste sur le côté ado ou est-ce que, voilà. Non, vraiment, le supérieur, voilà, lycée, nous, on est vraiment sur ce lien performatif. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Et puis ensuite, on a encore une autre dimension qu'on appelle le lien, on va dire intégratif, parce qu'on a beaucoup Mhm. de classes, disons, composées d'élèves qui arrivent de l'étranger, d'élèves allophones ou Ouais, c'est d'élèves intéressant. en rupture. Et puis, on va utiliser l'extérieur pour qu'ils puissent s'intégrer dans un tissu social, dans une communauté, Ok. dans ces éléments-là. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que je ne sais pas si ça a quelque chose Non, à voir avec la France, mais en tout cas, chez nous, complètement. c'est quelque chose d'assez décisif. C'est ça. Là, je pense que Régine pensait vraiment aux étudiants de l'université. Est-ce qu'il y avait encore un stade, mais c'est Non, déjà alors, non, on est sur voilà, nos, là, on n'est pas allé jusque-là. Voilà. très bien. Merci. Alors ensuite, une fois qu'on a défini les plus-values, eh bien, la question s'est posée très rapidement de quoi? En fait, qu'est-ce qu'on va enseigner? Qu'est-ce que nos organes décisionnels, nos organes cantonaux vont valider? Donc, quel thème des programmes est-ce qu'on peut mettre et puis quelles compétences disciplinaires spécifiques pour l'extérieur? Donc ça a été un travail qui nous a occupé depuis qui nous occupe maintenant depuis un certain temps. Donc, on a travaillé l'analyse en fait de l'entier du programme depuis ce qu'on appelle nous la première primaire à la 11e secondaire, donc toute l'école obligatoire. On a pris toutes les disciplines, on a pris donc vraiment toutes les disciplines sur tous les niveaux. Et puis, on est allé pointer dans les disciplines des objets qui nous semblent tout à fait pertinents pour être travaillés en extérieur. Donc, on a vraiment fait ce travail de scan en fait du prescrit, du programme. On a extrait un certain nombre d'objets. Sur ces objets-là, on travaille, on va finaliser ça au mois d'avril. On a préparé à peu près 90 séquences d'enseignement qui sont sur des objets disciplinaires spécifiques au programme et qui incluent une grande partie de travail en plein air. Donc, on a dû produire ces ressources parce qu'évidemment, on veut bien nous soutenir, on veut bien dire que ça doit entrer dans le curriculum, mais il faut évidemment donner des ressources aux enseignants pour le faire. Donc, on a dû faire ce travail et je vous assure que ce n'est pas la partie la plus sympathique à faire, ce travail d'analyse. Et puis ensuite, on a dû aussi par discipline dû travailler sur des compétences, c'est-à-dire travailler en français en extérieur à un moment de la scolarité, quelles compétences spécifiques est-ce que ça développe, en plus des compétences usuelles qui sont déjà dans le plan d'études. Donc, on a là aussi établi un certain nombre d'objets, puis on a fait vraiment un curriculum de l'élève. Donc, je vous montre juste au niveau des progressions. Voilà, en français, eh bien, on est vraiment
parti sur, avec les tout petits, on veut découvrir les mots de l'environnement. Après, on veut que l'élève soit capable de décrire l'environnement, qu'il soit capable de se raconter dans l'environnement, puis ensuite d'écrire ou de composer des récits qui sont dans l'environnement, puis ensuite des récits qui transforment l'environnement. Et donc, on a cette progression. Donc là, c'est juste un exemple. Et puis, en sciences humaines et sociales, là aussi, on a une progression dans des compétences qui sont spécifiquement travaillées avec l'extérieur. Donc voilà, disons en premier lieu, ça a été vraiment d'établir une liste de thèmes, une liste d'objets à enseigner, puis ensuite d'en faire du matériel et de visibiliser, d'expliciter les compétences qui sont travaillées par chacune de ces séquences et de construire voilà, quelque chose comme ça, après, qui est un tableau où on voit de manière longitudinale, par exemple en 1-4, c'est-à-dire entre 4 et 8 ans, en français, en connaissance de l'environnement et en maths, comment est-ce quel champ de compétences on travaille, et puis ensuite, d'une manière, on va dire, verticale, dans une discipline, comment est-ce qu'on avance dans l'enseignement en plein air, c'est-à-dire les progressions qu'on peut réaliser grâce à l'enseignement en plein air. Donc ce travail-là, une fois qu'il a été fait, eh bien, on a construit quelque part une forme d'un plan d'études pour l'enseignement en plein air. Et là, la porte, on n'avait plus juste un pied dans la porte du curriculum. La porte commençait, disons, à bien, à bien s'ouvrir. Donc voilà, c'est cette démarche. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'on a une bonne idée, mais il faut vraiment bien réfléchir à donner, comment est-ce qu'on peut donner aux enseignants finalement un cadre où ils vont pouvoir communiquer avec les parents, communiquer avec les directions, communiquer avec les inspecteurs pour dire voilà où je suis, voilà à quoi ça sert, voilà les progressions. Parce que si dans ce qu'on propose aux élèves, on ne leur propose pas de progresser, eh bien pour nous, c'était feu rouge et tout s'arrêtait. C'est-à-dire que là, l'école doit faire progresser. Et si on propose de mettre quelque chose dans l'école qui ne fait pas progresser, eh bien, ça n'a pas sa place. Donc, il a fallu tout de suite se mettre dans ce mindset de la progression, de dire comment est-ce que l'école dehors fait progresser, mais comment est-ce qu'on progresse aussi dans notre relation à l'environnement grâce à l'école dehors. Voilà un petit peu ces doubles questions. Et comme évidemment, vous voyez, c'est un dispositif quand même assez articulé, eh bien, il a fallu, après poser le, le dernier étage, c'est-à-dire comment maintenant est-ce qu'on va faire pour que les profs, les enseignants s'emparent de cet objet et puis le mettent en pratique. Donc se pose la question des compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enseignant doit être capable de faire pour planifier, pour mettre en place, pour entrer dans cette logique-là, et donc quel parcours de formation, quelle validation aussi des compétences euh, il faut, voilà, il faut avoir. Et donc là, disons, le dernier étage qu'on a posé, c'est de produire un référentiel de compétences professionnelles avec une progression là où. Donc, on a établi alors là, je vous passe pas le référentiel en entier parce qu'il fait une trentaine de pages, mais je donne juste les 6 compétences clés qui sont pour nous les compétences, cette fois-ci pas des élèves, mais les compétences des enseignants nécessaires pour manœuvrer, disons, avec ce programme. Donc, on a 6 compétences. Après, on a des critères, des indicateurs à chaque fois pour que les collègues qu'on prend en formation continue puissent dire, OK, voilà, je suis à peu près là. Voilà les compétences qu'il me faut encore acquérir, ou dans cette compétence, il faudrait que je progresse encore sur ça, sur ça, sur ça. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé. Donc, on est parti de la définition de ce que c'est que l'enseignement en plein air. Ensuite, on est allé sur les plus-values
pour l'enseignant, pour l'élève. Ensuite, on va travailler sur les programmes, sur les progressions, et puis ensuite, on va travailler sur les compétences professionnelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à développer ce type de programme euh, d'une manière qualitative. Voilà, donc après, nous, évidemment, on a mis, alors ça, je vous passe le truc, c'était juste pour un peu le fun, vous montrer à quoi ça peut ressembler, mais après, on s'est dit, OK, maintenant, notre institution, comment est-ce qu'on peut structurer des formations pour permettre ce qu'on va appeler ce curriculum lifelong learning pour les enseignants, parce qu'évidemment, pour maîtriser tout ça, eh bien, ça se fait pas en 2 jours de formation. C'est un processus long parce qu'il faut découvrir des choses. Il faut que l'enseignant, il essaie, il se trompe aussi, fasse des erreurs parfois. Et donc, on a des formations d'initiation, on a des formations disciplinaires qui sont des formations un petit peu plus de, voilà, pour développer, s'améliorer. Puis ensuite, on a des formations de type expert pour des gens qui pratiquent la classe dehors depuis déjà des années, puis qui ont déjà fait des formations. Donc là, on a amené ce niveau-là, puis on est en train de construire le dernier étage maintenant, qui est la formation des formateurs qui vont former les enseignants, qui enseigneront aux élèves. Voilà. Et la chaîne est est à peu près complète. Et j'ajouterai encore une chose, si vous me le permettez, c'est que euh, tout ça, on a fait tout ça pour ancrer la pratique dans le programme pour mieux en sortir après. Donc c'est un petit peu notre objectif à la fin, c'est qu'on ait une base très solide et puis que cette base très solide, on puisse monter dessus pour aller ailleurs. Donc, comme disent les anglo-saxons, on passe vraiment d'une structure qui est très subject-based et place-oriented, c'est-à-dire qu'on travaille des thèmes, et puis avec le travail des thèmes scolaires, on apprend un peu des choses sur le territoire. Et nous, on aimerait être plutôt place-based, c'est-à-dire partir du territoire et puis aller vers les savoirs scolaires. Donc, faire l'inverse parce que ça nous semble plus intéressant, plus fort. Mais on a tenté cette voie directement comme ça il y a une dizaine d'années, de partir directement des lieux et on s'est rendu compte que c'était un échec. Il faut d'abord cette base institutionnelle de programme, puis ensuite on pourra aller s'amuser avec des démarches un petit peu différentes. Et donc pour réussir cette dernière étape, eh bien, ça nous a demandé là aussi de tisser un écosystème qu'on est en train de tisser avec des parcs naturels, avec des centres de quartier, avec des associations citoyennes, avec tout un écosystème autour de cette idée d'apprendre par les lieux. Et donc ça, c'est un peu le modèle qu'on vise maintenant dans une perspective de 3 à 4 ans de développer. Voilà, je vous ai donné un petit peu le chemin. La stratégie qu'on a fait, elle est peut-être pas parfaite, peut-être qu'il y en a d'autres, des meilleurs, mais je crois que ça donne quand même l'idée un petit peu de la tâche et puis de l'importance des IUFM, des institutions universitaires qui collaborent avec les enseignants. Donc cette collaboration, ce lien entre la recherche, entre la formation et entre le terrain, il a été absolument central, fondateur pour nous et on aurait été absolument incapable de développer tout ça si on avait été que dans le terrain, si on avait été que dans l'université ou que dans la formation. Voilà. Je terminerai peut-être là-dessus et je vous laisse donc le micro pour des réactions et des questions. Ouais. On voit que la classe d'heure est un véritable commun pédagogique entre plusieurs membres d'une communauté avec une gouvernance chouette, quoi. Merci beaucoup, Ismaël. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou à prendre la parole. Pascal, si vous voulez parler, pas de souci, hein. Sinon, je lirai vos questions avec plaisir. C'était vraiment super riche et on n'a pas souvent des interventions comme ça aussi concrètes. Ah bah Pascal Ruland dit toujours aussi passionnant Ismaël, donc j'imagine que vous connaissez. Voilà. Donc je le répète, parce que le début de la vidéo est peut-être pas commence peut-être pas assez tôt. Ismaël sera à Marseille le jeudi si vous voulez venir l'écouter.
Et puis on Ah oui. sera avec je ne serai pas seul, on sera toute notre équipe et puis on va Mmh. organiser un séminaire, enfin une sorte de symposium sur la question de la formation des OK. enseignants. Pas des élèves, Est-ce mais c'est plus la formation des enseignants. pour donner un peu de cadre, vous êtes combien dans la formation? Combien de collègues impliqués, environ? Alors, à des taux d'engagement différents, on est une dizaine ici. OK, Voilà, d'accord. donc c'est pas énorme, mais enfin, en même temps, c'est le canton de Vaud, c'est pas la France. Non, non, ça permet d'avoir des opinions différentes, des points de vue très. Peut-être que je commence par une question. En attendant, les collègues sont en train d'écrire, donnent des remerciements, ils écrivent. Je reviens un peu plus haut sur la nécessité d'avoir des supports clairs, bien explicites sur ce que vous attendiez. En France, on a des bases de données de scénarios pédagogiques, déroulés, ce genre de choses. Et en écoutant, je me disais que le format qui nécessairement est un peu contraint pour que toutes les fiches se ressemblent, était peut-être pas trop adapté à des séances ou des séquences en extérieur. Est-ce que là-dessus, vous avez des outils de communication pour les collègues est-ce que ça existe une telle base de données voilà. Oui. Donc là, on a vraiment, c'est le point sur lequel on a fait le plus d'erreurs. Ok, Parce que c'est pas notre métier. Parce qu'on est ok. des formateurs, on est des profs, on n'est pas dans l'édition pédagogique. Mhm. Et jusqu'à ce qu'on, disons, on accepte nos limites, puis qu'on soit un petit peu face au mur. Et, et à ce moment-là, on a vraiment travaillé avec des personnes qui sont dans l'édition pédagogique pour qu'on puisse se dire, voilà, les ressources qu'on va produire qui permettent justement de prendre ces scénarios, ces programmes, ces thèmes et de les communiquer vers les enseignants, comment est-ce qu'il faut qu'on prenne cet objet-là. Et, hum, et ça n'a pas été simple. Donc maintenant, on a des canevas, c'est-à-dire qu'on a des enseignants sur le terrain qui ont des exemples de séquences, qui ont des exemples de planification. Et puis, sur la base de cet exemple, ils vont travailler, ils vont partager ce qu'ils ont fait. Ouais, Mais ok. on a dû arriver à des modèles à la fois assez simples et puis se rendre compte que derrière, il faut de toute manière quelqu'un qui édite ces contenus et que les scénarios ou les planifications produites par les enseignants ne sont pas facilement partageables sans passer par cette étape de l'édition. Ouais, ok. Donc c'est un point d'attention pour la suite, en tout cas ici. Mm, mm. Ouais, ouais. Alors nous, on a vraiment perdu du temps, de l'argent et des crises de nerfs parce qu'on a plein de gens qui nous envoyaient des séquences et puis après on les relisait et puis on les faisait passer à d'autres et puis les autres ne comprenaient pas, puis donc on devait Ouais. des Mm, heures et des nuits entières à relire, à réécrire. Donc voilà, c'est s'il y en a qui complètement. sont là-dedans, on peut en discuter en aparté. Avec, avec plaisir. Et plein de collègues disent merci, hâte d'être à Marseille, tout ça dans le chat. Mélinée, qui justement travaille pour Canopé, qui est un réseau d'accompagnement qui est éditrice chez eux, pose la question de si vous avez travaillé sur des référentiels de compétences transversales, comme les compétences psychosociales, par exemple, plus que peut-être au niveau des programmes. Alors non, on n'a pas développé quelque chose de spécifique là-dessus parce que le référentiel de compétences qu'on a déjà pour l'enseignement usuel est tout à fait adapté en fait à ce qu'on va faire en extérieur. Hmm. Donc merci, on n'a pas eu besoin de le refaire. Disons qu'on a pu prendre ce qui existait et puis voilà l'utiliser comme comme base. Donc nous, on a ce qu'on appelle le plan d'études roman qui est en ligne. Hein, et puis dans ce plan d'études roman, il y a tout un champ disciplinaire, évidemment. Et puis il y a deux autres champs, donc les compétences transversales et puis ce qu'on appelle aussi la formation générale, qui est un domaine assez intéressant autour de la gestion de projets, des projets d'élèves, des choses comme ça. Et donc ces deux champs-là sont parfaitement adaptables à l'enseignement en plein air. Pas besoin de les réécrire.
On va aller voir ce que font les Suisses pour autre chose que la classe dehors aussi. Ça, ça va être une source Je d'inspiration. pense que c'est des choses assez générales que vous devez avoir aussi en France, hein. Il n'y a pas de... Ouais, mais Linné dit quand même que c'est beau que ces compétences transversales soient intégrées au référentiel général. Nous, je pense que c'est en cours, mais peut-être pas aussi explicite que ce que vous avez décrit. Je me permets juste une référence pour les collègues, un ouvrage de Monique Dupuis qui était inspectrice générale honoraire de l'éducation, du sport et de la recherche sur l'éducation au développement durable pour avoir les différents référentiels de compétences qui sont en cours en France, en fait. Le cadre institutionnel français, je mettrai la référence dans le chat, mais pour avoir des points de comparaison et voir sur quoi s'ancrer. Il y a aussi Myriam qui est inspectrice et qui dit merci beaucoup parce que ça légitime sa pratique. Donc ça, on voit que c'est très puissant puisque bien sûr, avec l'appui de l'inspection, on est vraiment là à la fois sur le terrain et dans l'institutionnel. Donc sacré moteur. Euh, oui, c'est ça. Et donc, elle précise que cela va venir en France avec la réécriture du socle pour les compétences psychosociales. Donc, à la fois, c'est une très belle opportunité, puisque si on est en train de les réécrire maintenant avec cette montée de la classe dehors, il y a peut-être possibilité de l'inscrire en tant que tel, dès l'écriture du référentiel. Et oui, et donc Régine pose une question aussi voilà, à laquelle je pense également. On a un référentiel de compétences européen qui s'appelle le Green Camp. Et elle demandait si c'était plus ou moins pris en compte. Alors, j'imagine que sa question ne s'applique pas aux élèves puisqu'on parle de l'université, mais peut-être aux étudiants de l'HEP Vaud. Est-ce que c'est des liens que vous avez faits? Donc, pour tout le monde, le Green Camp, c'est un référentiel de compétences européen pour ce qu'on demande aux étudiants. Donc, à partir du post-bac pour la France et avec un peu quatre axes comme ça, notamment un axe autour des récits et de la narration. Je ne sais pas s'il y a des liens ou peut-être que c'est prévu. Voilà. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, donc, au niveau du... Enfin, cette question c'est pas, pour parler de ça, euh, nous, on travaille, le choix qu'on a fait avec notre stratégie de formation pour l'enseignement en plein air, c'est de prendre nos ressources, le 100% de nos ressources et de formation, pas de recherche ou autre, mais 100% de nos ressources de formation. Et puis sur ce qu'on appelle, nous, la formation initiale, c'est-à-dire nos étudiants en haute école pédagogique, donc les futurs enseignants, on a mis le 20% seulement de nos ressources sur la formation initiale. Et puis le 80, excusez-moi, oui, le 80, vous comprenez, C'est ça. on l'a mis sur la formation continue. Ok. On s'est rendu compte qu'au début, on avait beaucoup de formation initiale, mais en fait, nos étudiants, ils ont tellement de choses à apprendre, à maîtriser avant de devenir enseignants, que les quelques éléments qu'on pouvait mettre sur l'enseignement en plein air, au final, quand ils arrivent sur le terrain, ils entrent dans leur première classe, les premières années, ils ont beaucoup d'autres préoccupations avant de se mettre à sortir. Donc, ils doivent déjà penser à survivre dedans avant de prendre le risque de sortir. Ce qui fait que, au niveau du référentiel de compétences ou des compétences spécifiques pour les études, pour l'enseignement en plein air, on n'en a pas vraiment parce qu'on travaille peu, en fait, cette dimension-là avec nos étudiants. Mais on a fait un référentiel de compétences professionnelles, donc cette fois-ci pour les enseignants, puisque c'est essentiellement la formation continue qui nous intéresse. Ouais. Ok. Comme ça, c'est très clair et on voit que ça permet aussi de faire bouger les choses très rapidement, puisque ça concerne les collègues qui sont déjà en poste, j'imagine, et que cet Voilà, donc effort-là. nous, notre stratégie, c'est aux étudiants de leur dire, eh oh, regardez, ça existe, et puis c'est Ouais. sympa. On leur donne des cours, on leur montre un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Puis ensuite, on fait la montée en compétences à partir des premières, enfin, voilà, quand ils sont dans les premières formations continues, une fois qu'ils sont en poste. Merci beaucoup. Ismaël, je vois qu'il est déjà 12h30. Est-ce que je peux libérer les collègues et proposer 5 minutes si quelqu'un veut rester pour une dernière question ou quoi? Est-ce que ça te convient? Ça me convient très bien. Merci beaucoup. Et puis, Ok. bonnes vacances alors, si vous êtes en vacances.
Et donc, merci à tous. Merci Ismaël d'avoir réussi à rendre ce sujet aussi passionnant parce que c'est vraiment fondamental, hein. On tient avec la Fabrique des commandes pédagogiques à le répéter. Sans ces outils-là, ça reste une pratique réservée seulement à certains enfants, à certains adolescents. Et il n'y a que en travaillant sur ces questions de structuration et de formation des collègues enseignants qu'on parviendra à vraiment faire entrer la classe dehors partout, sur tous les territoires en fait, hein. Vous avez souligné à plusieurs reprises l'importance d'être de l'ancrage dans les lieux et ça c'est très important. Merci à tous d'être venus, y compris pendant les vacances. Et le prochain donc rendez-vous de la classe dehors aura lieu le 29 novembre avec Thérèse de Police où on parlera art et citoyenneté. Donc un sujet différent, mais aussi très intéressant et aussi bien sûr très ancré dans les lieux puisque Thérèse de Police est enseignante à Paris où elle sort avec ses élèves de lycée professionnel. Voilà, et également, donc pour Marseille, les propositions d'ateliers, c'est en cours, donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien dans le mail avec le lien de la visio. Il manque quelques minutes au début, mais je referai un petit montage. Et le lien du replay et le lien, bien sûr, de la prise de notes. Et Ismaël, qui est décidément un intervenant parfait, donc transmettra une partie de son support pour que vous ayez comme ça une base. Voilà, et je vous mettrai des références bibliographiques. Donc pour ceux qui vont déjeuner, bon appétit. Et pour les autres, je vérifie le chat pour voir s'il y a encore des questions. Et sinon, moi, j'en ai une, donc je la poserai. Voilà. Ouais, tout le monde est très content, hein. Merci beaucoup, Ismaël. Et Néliné dit que... Ah oui, donc quelqu'un dit qu'on a tout à créer dans le secondaire. C'est ça. Donc collège-lycée, alors que pour cette approche-là. Et Méliné dit que c'est assez logique pour des Suisses de se concentrer sur le cœur de meule des apprentissages des élèves et très efficace comme stratégie pour convaincre. Elle est à Besançon, donc pas très loin de chez vous. Et visiblement, voilà, il y aurait aussi peut-être spécificité territoriale à ce niveau-là qui facilite un petit peu et où en France, on l'avait évoqué, hein, comme on est dans un système beaucoup plus à l'échelle nationale, voilà, les stratégies seront peut-être un peu différentes, mais en tout cas aussi intéressantes. Moi, j'avais une question juste pour, vous avez abordé plusieurs fois les indicateurs. Est-ce que du point de vue des indicateurs, il y a des choses qui, là aussi, permettent de, comment dire, calculer un peu la progression des élèves? C'était ça dont il était question. Mhm. Alors, calculer la progression des élèves, je pense pas qu'il faille je pense que c'est pas nécessaire qu'on se mette Ouais. dans cette galère. En, en fin de compte, il faut aussi, donc on a fait tout ça, tout ce dispositif, mais il faut aussi qu'on se mette pas des contraintes qui n'existent pas pour les autres. Ok. C'est-à-dire que nos collègues qui travaillent, je sais pas moi, en sciences de la nature, Mhm. ils doivent certifier que chaque élève acquiert un certain nombre de compétences, mais enfin, ils doivent pas dire qu'entre l'année X et l'année Y, il y a une progression de 17% dans l'acquisition des compétences et des connaissances. Personne ne le fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mette Bien sûr. euh, dans cette logique-là à, à devoir prouver des choses qui finalement, ouais, qu'on serait les seuls à devoir prouver, quoi. Je crois que ça, c'est Ouais. vraiment important. Mais néanmoins, il y a une étude que j'ai vue dernièrement je trouve intéressant, hein. Mhm. Ça nous rend humble, ce genre d'étude, sur le jardin potager, la pratique du jardin potager, et qui montrait entre une classe expérimentale, donc qui va faire pendant 2 ans le jardin potager, et puis une classe test, donc qui ne fait pas de jardin potager. Les deux classes travaillent sur des notions d'alimentation et puis des notions en termes de botanique du jardin Mhm. potager. Et donc, il y a une progression de la classe qui travaille en extérieur qui est par rapport à la classe qui a travaillé en intérieur, qui est assez faible. Ok. On se dit, mon Dieu, quand on voit les progressions dans cette étude, on se dit, oh, tout ça pour ça.
mais est-ce que ça vaut bien la peine? Mmh. Et là, je crois que ce qui est intéressant et c'est pour ça que nous on parle de ces intentionnalités, c'est qu'en plus des compétences spécifiques qu'on va travailler, eh bien, en intérieur, on a beaucoup moins, voire pas, le développement de ces intentionnalités. Alors qu'en intérieur, on a peut-être, voilà, pas des résultats qui sont complètement fous au niveau des compétences des élèves, mais on a aussi toute une couche autour Ouais. qui, qui se met, qui rend ça intéressant. Maintenant, est-ce que cette couche autour est mesurable, autour de ces intentionnalités? Je ne crois pas. Mmh. En tout cas, pas OK. facilement. Oui, très bien. Donc peut-être que les réflexes qu'on a, nous, beaucoup en France, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, par rapport aux procédures d'évaluation nationale, ce genre de choses, n'est pas forcément pertinent dans ce cadre-là, en fait. Bah, franchement, là, je participe avec l'Université de Genève à une recherche sur les effets, enfin, essayer de calculer des effets de certains dispositifs en extérieur. C'est, c'est comme on dit, on marche sur une corde raide, quoi. Oui, bien sûr. Mm -mm. Et où on reprend cette question où quand l'indicateur et l'objectif, ça fonctionne pas non plus. Donc, c'est peut-être pas la solution à tout, le fait de créer absolument des indicateurs pour des choses qui finalement auront peut-être des répercussions 3 mois plus tard, 1 an plus tard sur les apprentissages et où on est quand même dans du matériau humain. Donc, c'est très difficile à. Mm. Oui, et puis après, il faut toujours se dire que euh, pourquoi les enseignants veulent aller enseigner dehors? Donc moi, je forme plus de 400 enseignants par année. Oh, c'est énorme. Mm. Je tiens pas de stats, hein, mais comme ça, à vue de nez, j'ai jamais, ou pratiquement jamais eu des enseignants, des enseignantes qui viennent vers moi pour me dire, alors moi, je travaille dehors parce que ça augmente d'une manière décisive les performances de mes élèves en maths physique ou en français. Voilà. Généralement, la motivation, ce qui fait que l'enseignant sort, c'est parce qu'il a envie, parce qu'il est Oui. bien. Et on revient toujours au récit, parce qu'il a une bonne histoire à raconter sur le dehors, Mm. parce qu'il a une bonne histoire à partager. Et c'est plutôt là qu'il faut aller chercher les effets, je crois, plutôt que de se casser la tête à inventer des dispositifs euh, qui, au Oui. final, font bien rire nos collègues des sciences dures, hein, quand ils voient nos dispositifs de recherche. Et, ils se disent que dans sciences d'éducation, il y a un mot de trop. Donc, donc voilà, Ouais, faut rester éducation. là-dessus. Je crois que c'est un. Oui. Oui, et il y a une participante donc Léna, qui est doctorante et qui faisait le parallèle avec les autres sciences et qui dit que dans sa thèse, elle mesure des mécanismes cognitifs comme les mémoires qu'elle a fait pendant 2 ans auprès de classes qui sortaient et ça donnait rien de très probant. Donc Ouais, effectivement, voilà. Mais est-ce que tout est toujours mesurable? Ça pose vraiment cette question-là et c'est intéressant aussi dans les démarches de sciences de l'éducation justement de bien reposer. Ça peut être l'occasion de bien reposer la question des critères et des indicateurs et de peut-être de réfléchir aussi à d'autres moyens, non pas de mesure, mais d'appréciation globale de ce qu'on a envie de faire avec les enfants. Donc vous disiez, hein, les faire progresser, faire que les collègues aient une bonne histoire sur leur métier, parce qu'on est aussi dans un contexte, on en avait parlé en préparant, de comment dire, fragilisation de la vocation des enseignants. Et si déjà on peut contribuer à ça en proposant aux futurs collègues de se former à la classe dehors, c'est aussi quelque chose de très de majeur en fait dans la proposition qui leur est faite. Juste pour ça, ça vaut le coup. tout à fait. Donc, voilà. Bon, bah, on va. Léna, si vous avez. Est-ce que éventuellement, si quelqu'un a une demande de contact, peut-être je laisserai votre email aux participants, voilà, qui me le demandent s'il y a des questions ultérieures ou ce genre de choses. Voilà, je l'ai Voilà. mis dans le chat, hein, si jamais. Ah, super. Merci beaucoup. Eh ben, à nouveau, grand merci Ismaël. Au plaisir de se retrouver à Marseille. Et voilà, c'était super intéressant et pendant les vacances, c'était parfait. Voilà. Et, Bon, bah, donc, bonnes beau vacances, temps. au plaisir de rentrer. Oui, merci beaucoup Ismaël. Au revoir. Au revoir Myriam. Au revoir tout le monde. Hop.
couper la vision. Alors. Non, Ouais. non, Il faut que je suis en tu train de cliques. faire là. Est-ce que c'est Pour, bon? Vas-y. Attends. J'attends que tu, tout le monde se déconnecte. 2 secondes. ouais. Anaïs et Lucille, merci. Vous pouvez vous déconnecter. Après, je vais couper l'enregistrement. Ok, merci. Au revoir. Ismaël, je me déconnecte et je me reconnecte dans un instant. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Ouais. Tu peux te reconnecter après dans 1 seconde? Oui, oui, je fais ça. Super. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.